le sujet qu'on avait étudié sur les intégrales. Donc, je vais passer de l'un à l'autre entre le sujet, le corrigé. Je vais basculer pour qu'on essaye de suivre tout ça. Alors, on va déjà balayer le sujet, le problème rapidement pour voir un petit peu les différentes notions que ça fait apparaître. Et puis, ensuite, on essaiera de suivre le corrigé. Et s'il y a des questions, je passerai en caméra au tableau pour détailler des choses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, vous ai dit un sujet assez classique. On a des intégrales au départ qui se calculent comme des intégrales avec des cosinus puissance n de t. Et à partir de ces intégrales-là, donc toute la première partie, c'est vraiment autour des intégrales in. On n'arrive pas à les calculer directement, mais on peut arriver, en fait, il y a une méthode de calcul par récurrence, ça peut se calculer. Je l'ai pas inclus ici dans le problème. Et ensuite, dans la deuxième partie, on étudie une fonction. Et en fait, l'idée, c'est de calculer la limite quand x tend vers l'infini ici de cette intégrale, de cette fonction qui est définie par une intégrale. C'est la toute dernière question. Trouver la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de Gauss. C'est ce qui sert ensuite en deuxième année à calculer faire des calculs sur des variables aléatoires, en particulier sur ce qu'on appelle la loi normale ou loi de Gauss. Donc, ce calcul-là, il vient pour, en préalable, finalement, à l'étude que vous ferez l'année prochaine des variables qu'on appelle les variables à densité ou les variables continues. Donc, vous voyez, ça se tient. Il y a des liens. On avait vraiment séparé dans les chapitres, on avait séparé ce qui était probabilité de ce qui était analyse, donc étude de fonction. Et on voit que finalement, ça va finir par se rejoindre. Ce qu'on fait en analyse, tout le travail qu'on fait sur les suites, sur les intégrales, ça sert ensuite pour faire du calcul de proba. Voilà, donc pour ceux qui douteraient de l'utilité des fois des calculs qu'on fait en analyse, les études de fonctions, à quoi ça sert, etc., ça va servir après à du calcul de proba qui est quand même plus concret. Donc, cette première intégrale ici, les cosinus puissance n. Donc, surtout, à ne pas intégrer directement, ça peut pas s'intégrer directement, c'est de la forme u puissance alpha, et du u puissance alpha, on ne peut pas l'intégrer. Ce qu'on peut calculer, ce qu'on peut intégrer, c'est quand on a du u prime, u puissance alpha. Or, c'est pas le cas ici, donc ça va pas se calculer directement. Première question, calculer I0 et I1. Ça veut dire que dans la formule qui est là, je remplace n par 0 ou par 1, ce qui me donne, pour n égale 0, j'ai cosinus puissance 0, ça fait 1. Donc, il faut intégrer 1 entre 0 et pi sur 2. C'est facile, ça fait pi sur 2. En fait, on a déjà vu que intégrer une constante sur un intervalle, il suffit de multiplier cette constante, et ici c'est 1, par la longueur de l'intervalle, et ici c'est pi sur 2. Alors ensuite, pour n égale 1, je veux calculer I1. I1, donc j'ai cosinus de t à la puissance 1. Cos t, ça s'intègre facilement, ça s'intègre en sinus. Donc, dans le crochet, j'ai sinus t entre 0 et pi sur 2. Quand je prends les valeurs, sinus pi sur 2 moins sinus 0, ça fait 1. Alors, une petite remarque sur les notations. On va retourner sur l'énoncé. Ici, cette notation-là, c'est bien le cosinus de t, le tout à la puissance n. Si je peux vous remettre au tableau. Parce qu'il y avait la question avait été posée. Quand on écrit ça, cosinus n t, c'est un abus de langage en fait. Pour écrire, on prend cosinus de t et qu'on remet le tout à la puissance n. On voit bien que cette écriture-là, elle est plus légère que ça. On a déjà l'habitude, quand on écrit carré de t plus sinus carré de t égale 1, c'est un abus de langage qu'on avait déjà utilisé. Ça clique.
Alors, revenons là-dessus. Donc, on a calculé I0, I1, on est content, et il faut démontrer maintenant une relation entre IN plus 2 et IN. Il y a encore du IN plus 2 ici. Donc, une relation dite de récurrence. En général, ça ne se montre pas par récurrence, sauf dans le devoir que vous êtes en train de faire actuellement. Là, il y a des gens qui me posent des questions, mais c'est explicité. On vous dit montrer par récurrence que. Donc, dans ce cas-là, c'est nécessaire. Donc, ici, a priori, c'est pas une récurrence. Et on avait vu que sur les intégrales, quand on avait une relation de ce type-là, souvent, c'était une intégration par partie. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire. Alors, ici, dans l'intégration par partie, on a une puissance n plus 2. C'est très tentant de décomposer puissance n et le cos au carré. Mais ça va pas aboutir, parce que le cos au carré, on ne pourra pas l'intégrer. Donc, je vais plutôt faire un découpage en cosinus n plus 1 et cosinus. Donc là, c'est assez simple. Donc, on voit apparaître le U' et le V. Ce U', ben, c'est la dérivée de quoi? Tout simplement de U de t égale sinus t. Le V pour le dérivé, ben, pas de souci. C'est une puissance alpha, donc U puissance alpha. On n'oublie pas le alpha, le U', donc là j'ai moins sinus t qui apparaît, et puis le U à la puissance alpha moins 1. Je mets tout ça dans mes petits crochets. Donc, le produit UV dans le crochet entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de UV'. Alors, comme j'avais déjà un moins ici, ça me fait un plus. Le n plus 1, je le sors de l'intégrale parce que ça me va m'embêter. Et il me reste l'intégrale. Donc, le sinus, comme il y avait déjà un sinus, ça me fait un sinus carré, cos nt dt. Là, on se dit, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, ça va être compliqué à calculer tout ça. On va déjà regarder ce qui se passe dans le crochet. Pour t égale 0, c'est le sinus qui fait 0. Et pour t égale pi sur 2, c'est le cosinus qui fait 0. Donc, tout le crochet ici disparaît. Il me reste que cette partie-là. Et dans cette partie-là, donc je mets bien le n plus 1 qui est en facteur. Et là, la feinte, c'est que le sinus carré, je l'écris sous la forme 1 moins cos carré. Et dans cette expression-là, je développe. Je vais donc avoir le n plus 1 avec un cosinus puissance n, moins, à cause du moins qui est là, le n plus 1 avec un cosinus à la puissance n plus 2. Et là, surtout, je ne vais pas calculer plus loin. On ne peut pas calculer plus loin, mais l'objectif, c'était pas de calculer, mais de trouver une relation. Et ici, on reconnaît le terme in de la suite, et ici, on reconnaît l'intégrale in plus 2. Donc, la formule, on l'a. Et il fallait en déduire. Hein. Donc, on a la formule qui est ici. Et en déduire une relation simple entre in plus 2 et in. Alors, là, maintenant, c'est plus très compliqué. Il suffit de regrouper tous les termes en in plus 2 du même côté de l'égalité. Donc, on a bien in plus 2 ici. Je rapporte le n plus 1 et n plus 2. Et de l'autre côté, ben, il me reste le n plus 1 in qui était là, tout seul. Quand je les mets ensemble ici, ben, j'en avais 1 plus n plus 1, ça m'en fait n plus 2. Je divise donc, et il me reste n plus 1 sur n plus 2, in. Voilà. Donc ça, la question B, c'est réglé. On a montré ça. La question C, montrer par récurrence que on a l'égalité ici. C'est une récurrence. Les récurrences, normalement, c'est sur les rails. Quand on vous demande fait I1 et I0. Donc, en fait, je dois calculer le produit I1 fois I0. Et quand je le calcule, ben, ça fait justement pi sur 2. C'est terminé. J'ai initialisé. Pour rang n, je suppose que la propriété est vérifiée. Donc, je le note là. Et maintenant, je veux passer au rang n plus 1. Donc, je voudrais faire apparaître ici des n plus 2 et ici des in plus 2. Et ici des in plus 1. Ce que je peux faire, en fait, c'est transformer le in qui est là. Je vais zoomer un peu plus. Je vais donc transformer le in qui est là en utilisant la relation du dessus pour faire apparaître un in plus 2. Donc, simplement la même relation qui est ici, en remplaçant le in par
ce petit pâté-là. Là-dedans, je vois que je vais pouvoir simplifier le n plus 1 d'ici avec le n plus 1 de la fraction. Je remets tout un petit peu dans l'ordre. Le n plus 2, je le mets devant. Le in plus 2, je l'écris là pour faire plus joli. Le in plus 1, je le reproduis ici. Et j'obtiens exactement la même relation que celle-ci, mais au rang suivant. Donc, on a une relation qui est héréditaire. Conclusion, pour tout n, ça marche, on est content. Donc ça, c'était pas très difficile. Quand on vous demande une relation, de démontrer quelque chose par récurrence, en général, il n'y a pas de grosses difficultés. Alors, je vais zoomer un peu ici. Voilà. Maintenant, il faut montrer les inégalités qui sont là. Ce qui signifie, en fait, certains m'avaient posé la question, il s'agit de montrer que la suite est décroissante, en fait. Décroissante et uniquement avec des termes strictement positifs. On peut aussi le voir comme ça, hein, cette relation-là. Alors, je vais le montrer d'un bloc comme c'est là. Pour ça, pour montrer une inégalité sur des intégrales, le principe, c'est de montrer l'inégalité sur les fonctions qui sont à l'intérieur. Parce qu'on dit que l'intégrale est croissante ou l'intégrale est positive, par positivité ou par croissance de l'intégrale. Donc, je prends les fonctions qui sont à l'intérieur et je regarde si elles sont bien rangées. Alors, elles sont bien rangées. Pourquoi? Parce que les grosses puissances de cosinus, ça donne un nombre plus petit. Parce que mon cosinus, c'est un nombre entre 0 et 1 et que tout est positif. Enfin, c'est plus petit que 1 et tout est positif. Donc, à partir de ça, alors évidemment, pour dire que le cosinus est compris entre 0 et 1, plus petit que 1, c'est toujours vrai, mais positif. C'est parce que le t qui m'intéresse, c'est entre 0 et pi sur 2. Où est-ce qu'on le voit, ça? On le voit dans le calcul de l'intégrale, parce que l'intégrale, elle est là. Donc, le t de mon dt, il est toujours entre 0 et pi sur 2. Donc, comme t est entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif, et plus petit que 1, ça, c'est normal. Donc, quand je passe aux puissances, c'est les grosses puissances qui me donnent les résultats les plus petits. Donc, ça ordonne les puissances dans cet ordre-là, le tout restant toujours positif. Donc, quand je passe à l'intégrale là-dessus, par croissance de l'intégrale ou par positivité de l'intégrale, hein, on dessine nos intégrales là-dessus et on récupère in plus 2 plus petit que in plus 1 plus petit que in. Le tout étant positif. Alors, attention, ici, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait un truc plus précis, on voulait strictement positif. Mais quand on a une fonction, donc ça c'est un petit peu fin, on avait vu ça dans le cours, quand on a une fonction qui est positive, son intégrale est positive. Mais pour dire que l'intégrale est strictement positive, il suffit de dire que la fonction n'est pas constante égale à 0. Or, si vous prenez la fonction cosinus sur l'intervalle 0 puis sur 2, elle n'est pas constante égale à 0, c'est sûr. Elle s'annule une fois, ici. On ne peut pas dire qu'elle est strictement positive non plus, parce qu'elle n'est pas strictement positive à cause du pi sur 2. En pi sur 2, le cosinus fait 0. Mais le reste du temps, non. Donc, en tout cas, l'intégrale qu'on calcule, que ce soit in plus 2 ou n plus 1 ou in, hein, toutes ces intégrales-là, non seulement sont positives, mais elles ne peuvent pas être nulles. Donc, elles sont strictement positives. Donc, ça, c'est plus précis en écrivant strictement positif et j'ai l'inégalité demandée. On a montré cette inégalité-là. Alors, il faut en déduire la limite de in plus 1 sur in. Comme j'ai un encadrement et qu'on me dit en déduire, je vais essayer de travailler sur le théorème des gendarmes. Donc, dans la relation qui est là, on va tout diviser par in. On peut, parce que in, c'est quelque chose de strictement positif. Donc, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir ici in plus 2 sur in, normal. In plus 1 sur in, c'est le truc qui m'intéresse. Et ici, j'ai 1. À partir de là, c'est pas encore très très joli, mais le in plus 2 sur in, je peux l'arranger à cause de la relation qui était ici. Si vous prenez in plus 2 et que vous divisez par in, il ne nous reste que n plus 1 sur n plus 2. Donc, voilà où on en est. Ceci étant positif, mais le positif, je m'en fiche, pas besoin de le recopier. Arrivé là, je veux passer à la limite. Donc, je regarde la limite de ça, n plus 1 sur n plus 2, ça tend vers 1, soit parce qu'on factorise, soit parce que je fais le rapport des termes de plus haut degré. Donc, à l'infini, ça tend vers 1. Et donc, par encadrement, le terme, comme là, j'ai 1 aussi, évidemment, le terme qui est à l'intérieur tend vers 1. Attention, dans les devoirs à la maison, j'ai vu de temps en temps,
quelques personnes qui me faisaient des écritures pas jolies du théorème des gendarmes. C'était pas forcément pour des suites, ça pouvait être pour des fonctions. Je ne veux pas limite de ça plus petit que limite de ça plus petit que limite de 1. C'est pas rajouter des limites sur une inégalité, ça c'est pas beau. En termes de rédaction, vous écrivez bien que la limite de ce côté-là, c'est la même que celle-ci, c'est ce que j'ai écrit là, et la conclusion, par encadrement ou d'après le théorème des gendarmes, vous avez la limite d'unité. Bien, ben on est très content. On a la limite de ce quotient-là qui est égal à 1. D'après les questions précédentes, il faut trouver un équivalent. Alors moi, un quotient qui tend vers 1, un équivalent, tout de suite, on fait le lien. On voit bien que ça signifie le fait que IN plus 1, j'ai oublié d'écrire égal à 1. Il manque un bout de mon truc. Je rectifie ça. IN plus 1 sur IN, donc ça tend vers 1. Donc IN plus 1 est équivalent à IN. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les suites. On en avait déjà parlé quand on a fait les équivalents il y a longtemps. Alors, tout ça, il faut arriver aux racines de pi sur 2n. Alors, le pi sur 2, je le retrouve ici. Donc, je vais reprendre la relation qui est ici, et en particulier ce qui est à gauche, là, je vais travailler avec des équivalents. Parce que le IN plus 1, c'est équivalent à IN. Donc, les deux ensemble, je vais diminuer un peu, voilà. IN plus 1 et IN ensemble, ben, ça va être équivalent à IN au carré. Quand je multiplie par N plus 1, c'est bon. N plus 1 et N, c'est équivalent. On avait déjà vu ça quand on a fait les équivalents de suite. Une suite, elle est équivalente quand c'est du type polynomial à son terme de plus haut degré. Alors là, c'est polynomial, mais simplissime. Donc, le plus haut degré, c'est N, donc c'est équivalent à N. Donc, dans l'expression qui était encadrée là, toute la partie de gauche, elle est équivalente à n IN carré. Et comme elle est égale à pi sur 2, ça veut dire que ce pi sur 2, il est bien équivalent à n IN carré lui aussi. Donc, à partir de l'équivalent qui est là et de l'égalité, j'obtiens un équivalent de ce n IN carré qui est équivalent à pi sur 2. Donc, équivalent à pi sur 2, si je divise, j'aurais pu dire c'est une limite aussi, mais c'est pas très intéressant de travailler en limite vu qu'on peut un équivalent à la fin. Je divise tout par n. Quand on divise par n, ça change pas les équivalents. Je peux passer à la racine sur un équivalent, c'est autorisé. IN étant un nombre positif, racine de IN carré, ça fera IN. Donc on obtient l'équivalent recherché. Donc on a fini toute la partie 1. On passe à la partie 2. Alors quand on regarde la partie 1, l'intégrale qu'on a calculée, et la partie de l'intégrale qu'on va étudier maintenant, on se dit, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça a beaucoup à voir. C'est ça qui est rigolo. Parce qu'on va utiliser les intégrales IN, qu'on appelle les intégrales de Wallis. C'est celle-ci, les intégrales de Wallis. Alors parfois, dans des problèmes, elles s'appellent WN. Genre, ça vous parle, quoi. Mais je les ai appelées IN ici, comme intégrale aussi. Mais on les retrouve fréquemment, ces intégrales-là. Et ici, donc les intégrales de Wallis proprement dites, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Gauss. C'est calculer la limite de cette intégrale-là. Donc, une fonction f qui est définie par une intégrale, le petit x étant dans les bornes. Il faut justifier que c'est infini, donc dérivable tant qu'on veut, croissante, impaire, enfin tout un tas de choses sur cette fonction f. Pour étudier cette fonction f, il y a une chose à dire qui est importante, c'est qu'en fait, c'est une primitive. C'est la primitive de la petite fonction e moins t carré qui est à l'intérieur. C'est la primitive qui s'annule en 0. Ça, c'est un théorème du cours. Donc, on va l'utiliser tel quel. On appelle, je vais donner un nom à la fonction qui est dedans, c'est quand même beaucoup plus pratique de lui donner un nom pour parler d'elle. Donc, je l'appelle petit f, cette fonction-là. Cette fonction-là, elle est continue sur R, il n'y a aucun problème. Donc, la fonction grand F que je définis, c'est l'unique primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc, forcément, elle est dérivable, parce que c'est une primitive, et sa dérivée, la dérivée de grand F, c'est petit f. Faites attention, il ne faut pas s'embrouiller avec les t et les x. Si vous écrivez f' de x, c'est petit f de x, c'est e moins x carré.
Sinon, vous mettez des t partout. Il faut rester cohérent dans les notations. Donc, on vous demandait de trouver sa dérivée. C'est fait. Maintenant, il faut dire que la fonction grand F est C infini, que je peux la dériver autant de fois que je veux. Comme sa dérivée elle-même, c'est petit f, et que petit f, elle est C infini, si je peux dériver grand F' autant de fois que je veux, je peux dériver grand F autant de fois que je veux. Donc, grand F, elle est C infini sur R. Et dire qu'elle était strictement croissante, ben, je regarde la dérivée, c'est une exponentielle, ça c'est strictement positif sur R, donc grand F est strictement croissante sur R. C'est tout à fait simple, pas de choses plus compliquées à rédiger. Madame? Oui, une question. Oui, c'est l'infini parce que c'est l'exponentielle. Oui, parce que si je regarde la fonction f, c'est l'exponentielle, c'est une composée de l'exponentielle avec une autre fonction qui est C infini. D'accord. Donc justifier? Oui, on peut. C'est vrai que j'ai pas détaillé, mais on pourrait dire ici petit f est C infini sur R comme composée de fonctions C infini. Effectivement, on peut le rajouter. J'ai insisté sur d'autres choses et c'est vrai qu'ici je suis allée un petit peu vite là-dessus. Mais normalement, voilà, vous seriez pas sanctionné si vous ne détaillez pas ici. On voit, c'est bon. L'essentiel, c'était plutôt sur la fonction grand F. D'accord. Merci. Alors après, la question suivante, c'est montrer que la fonction est impaire. Alors, montrer que la fonction est impaire, il ne faut pas inventer des choses, il faut vraiment s'appuyer sur la définition. Une fonction impaire, il faut montrer que f de moins x, c'est moins f de x. Et ça pour tout x dans R. Donc, je prends un x dans R quelconque et j'écris ce que c'est que f de moins x. Et j'invente rien, je reprends la formule de f et dans la formule de f, je remplace x par moins x. Et c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc, ici, j'ai un moins x qui apparaît. À l'intérieur, ici, j'ai rien fait. J'ai rien touché. Et à partir de là, je sais bien ce que je veux obtenir. Hein. Je veux montrer qu'elle est impaire. Donc, je veux récupérer pour f de moins x, moins f de x, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Le signe moins devant l'intégrale, et puis dans l'intégrale, plus de signe moins. Et c'est-à-dire ce moins qui est là, il faut qu'il sorte. C'est pas évident comme ça a priori. On se dit comment est-ce qu'on va le sortir? Ça sort pas tout seul. Donc l'astuce ici, c'est le changement de variable. Alors je vous avais dit à un moment donné, quand on a fait les changements de variables, qu'en général, ils sont donnés. Le plus souvent, c'est donné, sauf quand c'est très simple. Et ici, on est sur un changement de variable que j'appelle très simple. Donc là, il n'est pas donné. En revanche, dans la suite du problème, on le donne parce que ils sont pas simples. Alors, ici, je pose t égale moins u. Alors, attention au changement de variable, il y a déjà beaucoup de lettres. Hein. Il y a le x qui est là. Ce x qui est là, il est dans la borne. C'est pas une variable. Donc, je ne peux pas l'utiliser comme variable. Le t, c'était une variable. J'ai pris comme lettre u pour l'autre variable, la nouvelle. Vous pouvez mettre z, y, mais surtout pas x, quoi, ce que vous voulez, sauf x. Donc, j'ai mis u. Alors, des fois, il y a des gens, ça perturbe parce que u, c'est souvent des fonctions qu'on appelle u. Bon, vous choisissez un nom qui vous plaît plus si celui-là vous plaît pas. Donc, mais moi, je l'appelais u. Donc, j'ai posé t égale moins u. C'est-à-dire que là-dedans, pour pouvoir changer le signe dans les bornes, je change le signe dans la variable. Pourquoi? Parce que quand je pose t égale moins u, si je regarde le petit tableau qu'on fait pour changer les bornes, là, les bornes de t, elles sont là, c'est 0 et moins x. Les nouvelles bornes que je vais avoir, ils vont être les bornes de u. Bah, quand t est égal à 0, u, c'est l'opposé. En fait, u, c'est moins t, ça fera 0 aussi. Quand t est égal à moins x, bah, ça veut bien dire que u est égal à x. Donc, ça, c'est bien, parce que ça va me permettre de dégager le signe moins de ma borne. Donc, déjà, là, je suis contente. Ensuite, je fais très attention, dans mon changement de variable, on a t égale moins u. Donc, quand je fais dt que je dérive par rapport à u, le dt sur du, ça va faire moins 1. Il faut dériver ça par rapport à u. Si je dérive ça par rapport à u, ça fait moins 1. Il n'y a pas de u' surtout dedans, je vous rappelle, parce que
C'est pas une fonction. Ici, c'est une variable. Donc, quand je dérive moins u par rapport à u, ça fait bien moins 1. Vous imaginez, si vous dérivez moins x, ça fait moins 1 quand vous le dérivez par rapport à x. Donc, par une pseudo-multiplication, j'obtiens ça. Donc, j'espère que vous avez quand même des souvenirs sur les changements de variables, sur les intégrales. Arrivé là, je remplace tout. Donc, dans mon intégrale, je remplace les bornes. Je commence toujours par les bornes, parce que sinon, on oublie. Donc, ce serait quand même dommage. Le 0, je regarde, il devient 0. Le moins x, je regarde, il devient x. Ça y est, j'ai changé mes bornes. Maintenant, à l'intérieur, le t, je dois le remplacer par un moins u. Mais comme mon t, il est au carré, bah, quand je remplace t carré, j'ai moins u carré, bah, le moins, il ne sert à rien. Donc, ça revient à remplacer t carré par u carré. Attention, il y avait un moins devant. Il n'est pas dans une parenthèse, donc lui, il reste devant. J'ai juste remplacé ici, à la place de t, j'ai mis moins u. Le moins, il s'est fait gloupser par le carré, mais j'ai bien moins u carré. Et à la place de dt, là, je regarde ce que j'avais ici, je mets moins du. Donc, tout va bien. Ce signe moins ici, il n'a rien à faire dans l'intégrale, c'est pas très joli. Je le factorise, je le mets en dehors de l'intégrale. Et ici, alors, c'est pratiquement l'intégrale f de x. Sauf que, qu'est-ce qu'il n'a pas? Au lieu d'avoir des t, j'ai des u. Mais c'est la même chose. Ça et ça, c'est pareil. Qu'on mette t ou u, c'est la même chose. Je vous rappelle que c'est la variable d'intégration est une variable muette. Donc, ici, l'intégrale, je reconnais f de x. Et le moins qui était devant, il reste. Et j'ai enfin réussi à montrer qu'on avait une fonction impaire. Il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. J'ai détaillé tout le raisonnement. Et normalement, ça va. Ça, c'est censé être une question facile. Alors, arrivé là, montrer que f est impair, c'est fait. On nous demande de vérifier une petite inégalité. Et c'est vraiment super évident. C'est un truc super facile, ça sert pour la question d'après. On y va tranquillement, pas à pas. On prend t plus grand que 1. Et on veut étudier e moins t carré et e de moins t. Donc déjà, je compare t carré avec t. Comme t est plus grand que 1, t carré est plus grand que t. Et faites attention, c'est pas toujours vrai. Ça. Il y a des gens qui pensent que cette inégalité est toujours vraie. Non, parce que c'est vrai pour les nombres entiers. Et on pense toujours en nombres entiers. Mais si vous prenez un nombre plus petit que 1, ben, le carré est plus petit que le nombre. Ça, on l'a utilisé tout à l'heure pour les cosinus. Donc là, c'est important de dire que c'est seulement pour t plus grand que 1 que cette inégalité est vraie. Je multiplie tout par moins 1, j'obtiens ça. Je passe à l'exponentielle qui est une fonction croissante, j'obtiens ça. Bien. Donc, on a montré l'inégalité qu'on nous demandait de montrer. Question D, un peu plus délicate. Il faut passer à la fonction grand F, c'est-à-dire utiliser l'inégalité qui est ici et la mettre en fait ici dans l'intégrale. Alors, avec un problème, c'est que mon intégrale, elle va de 0 à x. Donc, le t de l'intégrale, il est entre 0 et x. X étant un nombre plus grand que 1, je veux bien, mais pour aller de 0 à x, je vais passer par 1. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à 1, puis ensuite l'intégrale de 1 à x. Et l'inégalité qu'on a montrée ici, elle n'est valable que pour les valeurs de t qui sont plus grandes que 1. Donc, le problème, c'est tout ce qui se passe entre 0 et 1 dans mon intégrale. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. J'y vais donc. J'ai pris un x plus grand que 1 et je m'intéresse à tous les t qui sont entre 1 et x. Pas à ceux qui sont entre 0 et 1 pour le moment, ceux-là, je réglerai leur sort plus tard. Mais pour le moment, je m'intéresse à ceux qui sont entre 1 et x. Alors, entre 1 et x, bah, c'est plus grand que 1, j'applique le truc du dessus. Jusque-là, tout va bien. Et je mets un coup d'intégrale dessus, par positivité ou croissance, comme vous préférez, de l'intégrale. C'est la même propriété, mais on l'appelle comme on préfère. Donc, positivité, c'est le terme plus originel, on va dire. Mais souvent, on voit pas trop que c'est positif ici, parce qu'on compare deux fonctions. C'est pas une fonction avec 0. Donc, on peut dire par croissance de l'intégrale. Alors, arrivé là, par croissance de l'intégrale, je mets un coup d'intégrale et tout va bien.
Alors, pour mettre un coup d'intégrale, il faut toujours que les bornes de l'intégrale soient bien rangées. Dans cette propriété de positivité de l'intégrale, je sais c'est un petit peu loin, mais on avait vu que c'était sur un intervalle AB, évidemment avec A plus petit que B, pour que ça ait un sens. Donc, de 1 à X, ça marche puisque j'ai pris X plus grand que 1. Mais surtout pas à partir de 0. Parce que mon inégalité ici n'est pas valable entre 0 et 1. Bon, bah, je fais ce que je fais avec ce que j'ai, en fait. Je fais comme je peux. Donc, j'ai l'inégalité, mais ça, c'est pas F. C'est pas encore F. Parce que F, c'est l'intégrale, mais de 0 à X. Donc, faut prendre l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à X. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'utilise la relation de Chasles pour les intégrales. On est bien d'accord, parce que grand F, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à X, et je coupe, en fait, en passant par 1. Donc, cette partie-là, je peux pas travailler sur les inégalités. J'ai pas l'inégalité ici. Donc, cette partie-là, j'en dis quoi? Je regarde ce qu'on veut montrer, hein. Dans ce qu'on veut montrer, il faut faire apparaître f de 1. Ah, mais je reconnais que c'est bien f de 1. Puisque f de x, c'est l'intégrale de 0 à x. Ben, l'intégrale de 0 à 1, c'est f de 1. Donc, c'est bon, j'ai le f de 1. Le petit bout qui est là, ben, je le laisse. Mais ce petit bout qui est là, grâce à l'inégalité qui est au-dessus, je sais qu'il est plus petit que l'intégrale de 1 à x de e moins t de t. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que cette intégrale-là, on sait la calculer. J'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que dans cette partie-là, ici, la fonction grand F, si on fait tout un tas de calculs sur grand F, on la dérive, on montre qu'elle est impaire, etc. On fait tout ça parce qu'on ne peut pas calculer cette fonction grand F. On a déjà parlé de ça, c'est dans le cours sur les intégrales. Je vous ai dit, méfiez-vous de cette fonction-là. On ne peut pas lui trouver de primitive avec des fonctions usuelles. Si on vous dit donner une primitive de e moins t carré, la seule façon de donner une primitive, c'est d'écrire ça. Grand F, c'est l'intégrale de 0 à x. Et on dit, on est très très fiers, on dit, ah bah si, je l'ai trouvé la primitive. Et c'est même l'unique primitive qui s'annule en 0. Ah, ah. Et là, on fait les malins. Mais on fait juste les malins, parce qu'en fait, on la calcule pas. Donc, tout ça pour dire que ça, on ne trouve pas de primitive. Mais maintenant, dans mon calcul, par inégalité, j'ai trouvé e moins t. Et e moins t, bah, c'est facile de trouver une primitive. La primitive, c'est moins e moins t. Il y a un petit problème de signe, faut faire attention. Si vous dérivez ce moins e moins t, et ben effectivement, vous récupérez du e moins t. Donc, entre 1 et x, je fais le calcul, mon petit crochet. La valeur en x, ça fait moins e moins x. Et la valeur en 1, plus e moins 1. Donc, j'ai mis dans l'autre sens, c'était plus joli. Ça me fait donc e puissance moins 1, moins e puissance moins x. Et ça, vu ce qu'on voulait trouver, fallait dire que c'était plus petit que e puissance moins 1. Et c'est normal. Là-dedans, vous enlevez, vous avez le e moins 1 là, et vous lui enlevez quelque chose de positif. Donc, j'ai un paquet de bonbons, j'en ai 50, j'en mange 3, et ben j'en ai moins. Plus que j'en mange, moins que j'en ai. Donc ça, c'est très très simple à comprendre. Ben, c'est bon. Alors, pourquoi c'est bon? Parce que f de x, je récapitule tout. Là, j'avais f de x, c'était plus petit que f de 1, plus ce truc, qui est lui-même plus petit que e moins 1. Donc, f de x, c'est plus petit que f de 1, plus le e moins 1. On a réussi à montrer la première partie, là, ça, pour tout x plus grand que 1. Et après, on nous dit, oui, mais il faut montrer que c'est vrai aussi pour les autres, c'est-à-dire les x plus petits que 1. Pour tout x de R, ça veut dire aussi ceux qui sont plus petits que 1. Mais qu'est-ce qui se passe pour x plus petit que 1? F de x, je sais que c'est plus petit que f de 1. Ça, je le sais, parce qu'on a dit que la fonction était croissante. Donc, forcément, f de x est plus petit que f de 1. Et f de 1, ben, c'est plus petit que f de 1 plus un nombre positif. Donc, c'est très, très largement vrai quand x est plus petit que 1. Donc, quand x est plus grand que 1, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Et quand x est plus petit que 1, c'est encore plus vrai. Ok, donc on a montré Madame, cette... Oui. Je voulais juste vous demander, parce que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi dans la seconde partie de l'inégalité,
on trouve le f de 1. Parce que... Là, celui-là, là. Oui, donc du coup, un peu plus loin. Ici, là? Juste à côté. Le f de 1, Là-bas? oui, celui-là. Oui. Ben, c'est le même. Parce que dans cette inégalité-là, j'ai f de 1 plus quelque chose. Et c'est lui qui est plus petit que ça. En fait, c'est plus simple. Je reprends. Tu pars de l'inégalité qui est là. Et dans cette inégalité-là, tu rajoutes f de 1 de chaque côté. Donc, à gauche, on va avoir ça. Et à droite, à partir de ça, si je rajoute f de 1, j'obtiens bien ça. Il s'agit dans une inégalité, d'ajouter la même chose de chaque côté. Comme ça, c'est peut-être plus clair. Oui, je comprends mieux. Ok, merci. Alors, donc, on a réussi à montrer cette inégalité pour tout x de r. Bon, c'était pas, pour x plus petit que 1, c'était pas super important, mais c'était plus joli. Maintenant, on veut justifier que la fonction grand f, donc cette fonction-là, elle admet une limite finie en plus l'infini. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on a une fonction qui est croissante et qui est majorée. Elle est majorée par ça, f de 1 plus e moins 1. Alors, le f de 1, c'est une constante qu'on ne sait pas vraiment calculer, et le e moins 1, c'est une constante. Donc, on voit bien qu'on a une fonction qui est majorée. Quand vous utilisez ça, c'est toujours majoré par une constante. Hein. C'est pas majoré par une autre fonction. Une fonction croissante est majorée, on sait qu'elle a forcément une limite finie. On ne peut pas forcément la calculer, c'est pas forcément cette valeur-là, mais je sais qu'il y a une limite finie, je l'appelle L. Donc ça, il n'y a pas de difficulté normalement. Donc une fonction croissante, majorée, elle a une limite finie. Maintenant, toute la difficulté, c'est de calculer ce L. Donc la question E, c'est fait. Et donc, les 3 dernières questions, là, F, G, H, I, A, E, enfin, toutes les dernières questions, c'est le calcul de la limite. Et on sent qu'il y a du boulot. Alors, premièrement, enfin, première étape, déjà montrer l'inégalité 1 plus x plus petit que e puissance x. Alors ça, si vous savez pas faire, vous avez de la chance d'être plus loin. Parce que sinon je deviens violente. Alors, on fait quoi? On pose une autre fonction, une fonction g, je fais la différence, hein, je fais l'exponentielle moins le x plus 1, et puis j'étudie cette fonction. Je vous rappelle que pour montrer une inégalité de cette forme-là, si ceux qui proposent la récurrence, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Tout de suite, il y a toujours un dans le faut faire. Oh, on pourrait faire par récurrence et dégage. Hein. Donc non, pas de récurrence dans grand R. Les récurrences c'est toujours dans grand N. Donc déjà, ça n'a même pas de sens comme proposition. En revanche, après, quand je veux montrer une inégalité comme ça, après, il y a des gens qui disent, ouais, on pourrait essayer de donner un coup de logarithme. On peut. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, on déplace le problème. Le problème, c'est que quand on a une inégalité avec des x d'un côté et des exponentielles de l'autre, on a le même problème avec des x et des ln. On a le même problème avec des x et des sinus. Ben, ça peut pas se calculer directement. Enfin, se montrer directement l'inégalité. Donc, on passe par une fonction auxiliaire, je l'appelle G, c'est donc la différence entre les deux. Et on étudie, donc je calcule la dérivée, c'est facile, ça fait EX moins 1. Bon, arrivé là, c'est pas la peine non plus de me faire de dérivées secondes, des fois j'en vois qui font ça. Donc, arrivé là, je regarde, je dis quand est-ce que ça c'est positif, ben, quand EX est plus grand que 1, EX plus grand que 1, ça veut dire X plus grand que 0. Et on fait un petit tableau, le petit tableau, donc je pose 0, moins, plus, et hop. Je vous rappelle que pour trouver le signe d'une dérivée, vous faites une résolution d'inéquation. Si vous me faites g' égale 0, vous allez trouver x égale 0 ici, mais le moins et le plus, vous ne l'avez pas. Donc j'insiste sur la présentation du signe de la dérivée, et puis si vous mettez les équivalents, alors là c'est le jackpot. Bien, c'est décroissant, c'est croissant, et on regarde la valeur en 0 à tout hasard et on trouve que ça fait 0. Ça veut dire que le minimum, c'est 0. Si le minimum, c'est 0, c'est-à-dire que ma fonction est toujours positive. Ma fonction est toujours positive, donc par différence, hein, c'est ça qui est positif,
ça veut dire que l'exponentielle est toujours plus grande que le 1 plus x. Ça, c'est basique. C'est basique, il faut savoir bien le faire, bien le présenter. Parce que si vous ratez ça, ça fait mauvais effet sur une copie. Ou pire, hein. Alors maintenant, en déduire ça. Waouh. Waouh. En déduire ça, on voit pas trop ce que ça va avoir. Si, on voit le premier là. Sur la première inégalité, on voit que si on remplace x par moins t carré sur n, le n ici m'embête, mais en fait, je vais avoir du moins t carré sur n ici. Donc déjà, c'est un truc qu'on peut tenter. On va donc poser x égale moins t carré sur n dans l'inégalité qui est au-dessus. Ça me fait exactement ça. Donc 1 moins t carré sur n plus petit que ça. Ce nombre-là est positif. Alors, pourquoi c'est important? Parce que maintenant, je vais passer à la puissance n. Donc, pour passer à la puissance n et que ça conserve l'ordre dans les inégalités, il faut avoir vérifié que les nombres que je manipule sont bien positifs. Donc ça, c'est tout un tas de petites précisions qui sont très importantes à chaque fois. Et pourquoi est-ce que c'est positif? Alors, on peut le dire, sans l'avoir vérifié. Alors, pourquoi c'est positif? C'est à cause de ça. Parce que t, il est entre 0 et racine de n. Donc, t au carré, il est entre 0 et n. Donc, j'ai pas trop détaillé parce que j'avais marre, en fait. Donc, mais comme t est entre 0 et racine de n, si vous prenez le détail du calcul, t carré entre 0 et n, t carré sur n entre 0 et 1. Donc, quand on fait 1 moins t carré sur n, ça reste bien positif. Donc, c'était pas gagné d'avance, c'est pas tout le temps vrai. C'est vrai parce qu'on a précisé l'intervalle 0 racine de n, qui paraissait étrange au début. Et en fait, c'est très important pour pouvoir dire ça. Et j'ai besoin que ce nombre-là soit positif pour passer à la puissance n. Sinon, imaginez, vous avez un nombre négatif qui est toujours plus petit que mon exponentielle. Si je passe à la puissance n, ça n'a plus aucun sens. Et ça peut se ranger dans n'importe quel ordre. Donc, quand je passe à la puissance n, maintenant, ça à la puissance n et ça à la puissance n, ben, le moins t carré sur n à la puissance n, il me reste le moins t carré. Donc là, c'est facile après le calcul. Mais c'est les justifications là qui étaient à soigner quand même un petit peu. Bon, on a fait la moitié de l'inégalité. L'autre moitié d'inégalité, je tente, quand je regarde ce qu'il faut montrer, hein, c'est 1 plus t carré sur n. Je peux le tenter, mais j'ai l'impression que c'est pas dans le bon sens. Hein. Bon, on essaye de voir ce que ça donne quand on pose x égale t carré sur n. Donc l'inégalité, elle est là. Ce nombre-là, bah, il est positif. Hein, ça, je peux passer à la puissance n. Non seulement il est positif, mais il est strictement positif. Pourquoi j'ai besoin qu'il soit strictement positif? Parce que je vais passer à la puissance moins n. Et une puissance moins n, c'est un inverse. Donc, j'ai besoin d'avoir des nombres strictement positifs. Et je sais aussi que quand je passe à l'inverse, donc avec une puissance négative, je vais changer le sens de l'inégalité. Donc, quand je prends tout ça et que je le mets à la puissance moins n, donc le t carré sur n à la puissance moins n, ça fait du e moins t carré. Le sens de l'inégalité est changé. Et puis, j'ai mon 1 plus t carré sur n qui est avec sa petite puissance tranquille. Et voilà, c'est pas mal du tout. Parce que j'ai un morceau d'inégalité, l'autre morceau, je les recolle et j'ai l'inégalité complète. C'est un peu fin et en plus, j'ai pas vraiment détaillé cette partie-là. Bon, déjà, si vous pensez à le dire, ça fait sérieux. Bien, et ici, pour cette partie-là, hein, c'est absolument nécessaire de dire que c'est strictement positif. Le strictement positif parce qu'on passe à une puissance négative. Et les puissances négatives, je vous rappelle, ce sont des inverses. Donc l'inverse d'un nombre de 0, c'est interdit. On a réussi à la montrer, cette inégalité. On est content. Alors maintenant, rien à voir avec l'inégalité, on nous dit de montrer, de prendre cette intégrale-là, et là-dedans, de faire le changement de variable t égale racine de n sinus x. On nous prend par la main, on va juste appliquer. On y va gentiment, proprement, sans s'embrouiller. Alors, on me dit de faire ce changement de variable. Quand je fais ce changement de variable, donc t égale racine de n sinus x, il y a
deux choses à faire, le dt et puis les bornes. Le dt, donc je vais calculer, j'ai pas trop détaillé, mais en fait, vous dérivez ça par rapport à x. Faut calculer dt sur dx. Pour dériver ça par rapport à x, le racine de n, il n'y a rien à faire, c'est une constante. Et sinus x, quand je dérive par rapport à x, ça fait cos x. Donc dt sur dx, ça fait racine de n cos x. Donc dt en multipliant par dx, racine de n cos x dx. Donc j'espère que cette partie-là, ça va. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, je repasse au tableau, je le redétaille. Maintenant, les bornes. Surtout, ne pas oublier de faire son petit tableau avec les bornes. Donc, les bornes pour t, il y a 0 et racine de n, je les recopie. Les bornes pour x, ben, je les cherche. Alors, je regarde dans l'expression qui est là. Quand t est égal à 0. Quand t est égal à 0, il faut que sinus x fasse 0. Alors, je vais prendre simple. Je vais prendre x égale 0, ça marche. J'aurais pu prendre d'autres valeurs. Hein. Mais de toute façon, quand je regarde ici, il faut trouver 0 et pi sur 2. Donc, on prend le plus simple. Donc, pour avoir t égale 0, c'est-à-dire sinus x égale 0, j'ai pris x égale 0. Maintenant, quand je veux avoir t égale racine de n, pour avoir t égale racine de n, quand je regarde ici, ça veut dire que mon sinus x doit être égal à 1. Pour avoir sinus x égale 1, j'ai pris simple, j'ai pris x égale pi sur 2. Donc, mon tableau de borne, il est prêt, et mon dt, il est prêt. Ah, et puis l'intérieur, l'intérieur, c'est un calcul un petit peu compliqué. Donc, j'ai à la main et en dehors de l'intégrale, j'ai essayé d'arranger tout ça. C'est-à-dire que là-dedans, je remplace le t par racine de n sinus x pour voir ce qui se passe. Donc, le racine de n devient n, puisque c'est au carré, et le sinus x devient sinus carré x. Ce qui me permet de voir que je peux simplifier ici en haut et en bas par n. Il me reste donc 1 moins sinus carré x, le tout à la puissance n. Mais 1 moins sinus carré x, c'est cos carré, avec la formule usuelle qu'on appelle la formule de Pythagore. Donc, cos carré à la puissance n, ben, ça fait cosinus à la puissance 2n. Ok, on est prêt, on remplace dans l'intégrale. Les bornes, 0 pi sur 2, c'est fait. Le pâté qui est à l'intérieur, on a dit que c'était cosinus 2nx. Et le dt, c'est racine de n cos x dx. Il est là. J'ai juste remplacé chaque bout. Maintenant, je fais ça un petit peu propre. Le racine de n, je le mets en facteur et je regroupe le cosinus puissance 2n avec le cosinus tout seul et puissance 2n plus 1. Et on a gagné, on a trouvé ça. Changement de variable dans l'autre intégrale. Un autre changement de variable qui est proposé, c'est racine de n tangente x. C'est parti, même méthode. J'applique, je dirais bêtement, mais proprement en tout cas. Donc, dans cette intégrale, on fait ce changement de variable. Le dt sur dx. dt sur dx, il faut dériver ça par rapport à x. Quand je dérive ça par rapport à x, j'ai une racine de n qui traîne, et il faut dériver tangente. Pour dériver tangente, il y a deux formules. Soit je dis que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carrée, soit je dis que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Et j'ai choisi 1 sur cos carré. Pourquoi? Parce que dans la formule ici, on veut que des cosinus. Donc, il faut bien que je mette en valeur plutôt des cosinus que des tangentes dans la formule. Donc, finalement, donc mon dt sur dx, ça fait racine de n sur cos carré. Donc, je multiplie par dx. Voilà mon dt. Mes bornes. Je fais mon petit tableau. Je place pour t, il y a 0 et racine de n. Et je regarde ce que ça me donne pour x. Alors, quand t, ici, est égal à 0, ça veut dire que tout ça, ça fait 0. Ça veut dire que la tangente fait 0. Bah, pour avoir une tangente qui fait 0, moi, j'ai pris x égale 0. C'est le plus simple. C'est même la seule possibilité. Ici, si on se limite à un intervalle assez réduit. Alors,
pour avoir maintenant t égale racine de n, c'est-à-dire que ma tangente doit être égale à 1. Ma tangente doit être égale à 1, et ben vous visualisez votre cercle trigonométrique, vous le redessinez si vous avez besoin, et quand est-ce que la tangente fait 1? Quand x est égal à pi sur 4. Modulo pi évidemment, mais là si je regarde sur un intervalle limité à 0 pi, à moins pi même, on trouve pi sur 4. Bon, ben, on est presque prêt. Je vais arranger l'intérieur ici, la fonction qui est à l'intérieur, comme tout à l'heure. Donc, 1 plus tangente carrée sur n. Plus t carré sur n, pardon. Alors, je remplace t par ça. T carré, donc le racine de n au carré fait n, et tangente x au carré. Ici, je vois que je peux simplifier par n. Il me reste donc 1 plus tangente carrée. La puissance qu'on a, c'est du moins n. Hein. Alors, 1 plus tangente carrée puissance moins n, j'ai peut-être pas beaucoup détaillé. Mais 1 plus tangente carrée, c'est, on vient d'en parler, la dérivée de tangente. Et c'est cette dérivée qu'on trouve aussi sous la forme 1 sur cos carré. Donc ça, c'est 1 sur cos carré. Et comme je le mets à la puissance moins n, ça me fait finalement cos carré à la puissance n, c'est-à-dire cos de n. J'espère que ce calcul-là, ça va. On est prêt. Donc, quand tous mes petits calculs là, ils sont bons, on est prêt pour remettre tout ça dans l'intégrale. Je m'interromps une seconde, c'est que je vérifie que mon chat n'est pas en train de manger les petites mésanges qui sortent du nid dans le jardin. C'est bon. Je suis désolée, mais j'avais une petite crise d'angoisse parce que c'est la saison où les mésanges sortent des nids et le chat, il en a bouffé une déjà la semaine dernière, donc c'est triste. Bien, j'en étais sur mon intégrale. On a dit qu'on allait tout remettre dedans. Alors, les bornes, 0 pi sur 4, ça c'est fait. Ici, je remplace ça par cosinus puissance 2nx, c'est fait. Ça, c'est mon dt que j'ai remplacé à partir de là. C'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. Le racine de n, je le mets en facteur. Là, mes cosinus, ils sont à la puissance de n au carré en dessous, 2n moins 2. On a exactement la formule qui est ici. Bien, en déduire, waouh. Alors, en déduire ça. En fait, l'idée, c'est de reprendre l'inégalité qui est là, de mettre un gros coup d'intégrale là-dessus. À gauche, on va trouver cette intégrale-là, donc on va trouver ça. C'est-à-dire, grosso modo, des intégrales de la forme i quelque chose, hein, celle de la partie précédente. C'est là qu'on les retrouve. Et puis à droite, je vais avoir cette intégrale-là, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire ça. On va retomber sur des i quelque chose. Attention, il y a des problèmes avec les pi sur 4 et les pi sur 2. Donc, c'est parti. On prend l'inégalité petit f et on met dessus un gros coup d'intégrale. Et on dit, d'après la positivité de l'intégrale ou la croissance, si vous voulez, c'est tout bien rangé. Et en utilisant les deux résultats précédents, l'intégrale qui est là, je la remplace. L'intégrale qui est ici, je la remplace. Et au milieu, on voit bien, c'est de la forme f de x, mais au lieu d'avoir x, j'ai racine de n. Donc, j'ai bien f de racine de n au milieu. Alors, c'est presque ce qu'on voulait. On reconnaît très très bien ici l'intégrale i de n plus 1. Mais à droite, on reconnaît presque l'intégrale i de n moins 2. Alors des fois, il y en a qui trichent, qui font comme s'ils n'avaient pas remarqué que c'était pi sur 4 au lieu de pi sur 2. C'est pas pi sur 2. Donc ça, ce n'est pas i de n moins 2. Ça ressemble, mais c'est pas ça. En revanche, si je prends la fonction cosinus, qui est positive, enfin cosinus avec sa puissance, c'est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et au lieu de prendre l'intégrale sur tout l'intervalle 0 pi sur 2, j'en prends qu'une partie. Là, j'en prends moins. Donc, cette intégrale-là, elle est plus petite que celle-ci. Parce qu'on travaille avec une fonction positive. Je vais pas non plus tout détailler, mais ça, c'est plus petit. Donc, c'est pas égal. Ça, c'est pas l'intégrale i de n moins 2,
Mais c'est pas grave parce que c'est plus petit que l'intégrale I de n moins 2. Donc, si c'est plus petit, les inégalités s'emboîtent. Donc, on a bien racine de n I de n plus 1 et quelque chose, c'est plus petit que racine de n I de n moins 2. Donc, c'est pas mal du tout. On a réussi à montrer ça sans tricher. Maintenant, il faut justifier que la limite de f de racine de n, c'est racine de pi sur 2. Ça, comment on va justifier ça? Il faut trouver la limite ici. Il faut trouver les limites de chaque côté. Pour trouver les limites de chaque côté, on va reprendre ce qu'on a fait à la première partie. On va travailler sur les équivalents. À partir des équivalents, je vais pouvoir trouver les limites. Alors, je reprends l'équivalent qu'on avait, c'était IN équivalent à racine de pi sur 2n. Ce qu'on a de chaque côté, c'est du I de n plus 1 et du I de n moins 2. Donc, il faut être soigneux. Je remplace ici mes n par 2n plus 1. Donc, quand je multiplie par 2, ça fait 4n plus 2. Soyons honnêtes, hein, on ne peut pas inventer n'importe quoi. 4n plus 2 et 4n, c'est équivalent. C'est équivalent parce que c'est des histoires de termes de plus haut degré qu'on a déjà manipulés. Et puis, ben, si je fais le quotient, ça reste équivalent, hein, par quotient, et par racine, ça reste équivalent. Donc, le terme là, I de n plus 1, il est équivalent à racine de pi sur 4n. C'est ce que je peux faire de plus simple. Celui-ci là, I de n moins 2. Même chose, je remplace ici le n par 2n moins 2. En développant, ça me fait du 4n moins 4. Mais 4n moins 4, c'est équivalent aussi à 4n. C'est toujours la même histoire des termes de plus haut degré. Donc, j'ai un équivalent de chaque côté qui est le même. Si je multiplie par racine de n, ce terme-là va être équivalent à racine de n, racine de pi sur 4n. Je simplifie le n qui est sous la racine avec le n qui est sous la racine. Ça fait racine de pi sur 4. Et je peux dire que ça fait racine de pi sur 2. Hein, c'est racine de 4, ça fait 2. De l'autre côté, même chose, je multiplie ça par racine de n, j'ai le même calcul. Donc, ça, c'est équivalent à racine de pi sur 2, et ça aussi, si c'est équivalent, c'est leur limite. Quand on a un équivalent qui est une valeur, on aura la limite. Donc, la limite de chaque côté, c'est racine de pi sur 2. Donc, par encadrement, la limite du milieu, c'est racine de pi sur 2. Alors, la chose un petit peu délicate en termes de raisonnement, c'est de passer du n au i. Parce qu'ici, c'est en fait, on a une suite et on a une série de points, une suite de points, les f de racine de n qui sont un peu bizarres, et c'est ces points-là qui tendent vers racine de pi sur 2. Mais la fonction entre les points, c'est-à-dire les x, qui sont des nombres réels, qui prennent toutes les valeurs possibles, la fonction entre les points, elle pourrait faire n'importe quoi et dire non, non, mais moi je vais pas à racine de pi sur 2. On y va de temps en temps, mais pas tout le temps. Et il faut montrer que si elle y va tout le temps. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais peut-être vous refaire un petit dessin. La fonction f, donc 0, plus l'infini. Donc, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais pour les racines de n, c'est-à-dire, on a racine de 0, ça fait 0, donc racine de 2, on sait qu'elle tend comme ça, mais c'est des points. Il y a des points, et qui vont se rapprocher d'une certaine limite, qui est donc racine de pi sur 2. Mais c'est que des points. La fonction entre ces points, elle pourrait faire des choses étranges. Dire, et à ce moment-là, bah, je ne pourrais pas conclure que ma fonction, elle tend bien vers la limite racine de pi sur 2. Mais ma fonction, elle ne fait pas des choses étranges, en vrai. Parce qu'on a dit, dès le début, que cette fonction était strictement croissante. Donc, entre les points,
ben, elle est un peu obligée de suivre le sens de l'histoire. Hein. Hop, 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 hop. Elle va pas pouvoir faire autre chose que tendre vers racine de pi sur 2. C'est ce qu'on va justifier par une petite phrase, parce qu'on a déjà montré pas mal de choses là-dessus. C'est qu'en fait, on sait déjà que la fonction, elle avait une limite L. Ça, on l'a démontré. Parce qu'elle était croissante, justement, croissante et majorée. Et donc, si elle a une limite quand x tend vers plus l'infini, là-dedans, si je remplace x par racine de n, par composition, je sais que la limite de f de racine de n, ça doit être L. Et comme je sais que la limite de f de racine de n, c'est racine de pi sur 2, ben, je vais faire la jonction. Le L, qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est forcément racine de pi sur 2. Donc, on en déduit que la limite de f de x, c'est racine de pi sur 2. Alors, cette fonction, maintenant, ah, mais j'ai tout fermé. Où est-elle? Alors, cette fonction, maintenant, on peut calculer sa valeur en 0, sa dérivée et tracer la courbe. Donc, il s'agit d'une fonction ici qu'on n'est pas capable de calculer, mais on sait quand même qu'elle est croissante, on sait qu'elle est impaire, on sait beaucoup de choses. Hein. Elle est croissante, elle est impaire, elle a une limite. Donc, tout ce qu'on sait, ça va nous permettre en fait de tracer la courbe alors qu'on n'est pas capable de la calculer réellement, cette fonction. Alors, comment j'ai fait? D'abord, j'ai calculé f de 0. Pour calculer f de 0, je repars de la fonction elle-même, hein, c'était une intégrale. On a dit que de toute façon, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. C'était écrit là. Grand F est l'unique primitif qui s'annule en 0. Si vous remplacez x par 0, ça fait forcément 0. Ah, puis on voulait aussi calculer f' de 0. F' de 0, je le retrouve là. Ça fait e puissance 0, ça fait 1. Donc, je peux préciser f de 0 égale 0, f' de 0 égale 1. Ce qui veut dire que quand on veut tracer la courbe, on place le point 0 et f' de 0 égale 1, c'est ma tangente. Vous avancez d'un carreau et vous montez d'un carreau. Donc, ça se rejoint ici et on trace la tangente. Je place en plus ici la valeur racine de pi sur 2. Je sais pas combien ça fait racine de pi sur 2. Ça se calcule. Apparemment, ça fait quelque chose quand même qui est plus petit que 1. Donc, vous placez cette valeur de racine de pi sur 2 ici et vous avez une fonction qui part de 0, qui suit la tangente, qui est croissante et qui tend vers racine de pi sur 2. Quand j'ai fait ça, j'oublie pas que ma fonction est impaire, donc par symétrie, j'obtiens l'autre partie de la courbe. Et voilà, jolie courbe. Hein. Et donc cette fonction-là, vraiment, c'est ce que vous retrouverez quand vous faites la loi normale en deuxième année, donc des variables aléatoires, des probas. Tout se tient, tout est lié. Bien, ben voilà pour aujourd'hui.